Bonjour, donc Laurent m'a aussi déjà présenté. Je suis Claire Lémonerie, chargée de mission au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles, où je suis les questions d'accessibilité numérique au sein du département de l'économie du livre et en lien avec mes collègues du département des bibliothèques. J'aurais aimé vous faire cette présentation en anglais, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon anglais est décidément trop rouillé. Donc je vous fais entendre quand même cet après-midi un peu de français. Je crois qu'il y en aura d'autres aussi plus tard. Alors je vais vous présenter les deux grands axes de politique publique menés par le ministère de la Culture et par ses partenaires, à la fois publics et privés, pour favoriser le développement d'une offre de livres accessible pour les personnes en situation de handicap. Je passerai très rapidement sur le premier axe, qui est l'axe un peu historique, mais qui garde encore toute son actualité, qui est donc l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées et le secteur de l'édition adaptée. J'insisterai davantage ensuite sur les initiatives que nous prenons actuellement en faveur du développement d'une édition numérique nativement accessible. Alors cette exception au droit d'auteur, tout d'abord en faveur des personnes handicapées, elle a été introduite en droit français en 2006 dans le Code de la propriété intellectuelle. Elle permet donc, vous le savez, vous connaissez je pense le principe de cette exception, elle permet à des organismes qui travaillent dans un cadre non lucratif de produire et de diffuser des documents adaptés dans des formats adaptés et accessibles pour les besoins des personnes en situation de handicap, sans avoir à demander d'autorisation aux ayants droit et sans aller rémunérer. Donc cette exception a été introduite donc en 2006 en droit français et elle s'accompagne dans le cadre français d'une obligation pour les éditeurs de transmettre les fichiers numériques qui ont servi à la fabrication des œuvres pour certains organismes qui sont agréés à cet effet parce qu'ils présentent des conditions de sécurisation des process, en particulier informatiques, suffisants pour garantir la sécurisation du traitement et du stockage de ces fichiers. Donc cette exception, elle a connu deux réformes récentes qui ont permis d'en élargir la portée. En 2016, tout d'abord, avec plusieurs mesures, mais en particulier l'élargissement du champ des publics bénéficiaires, qui auparavant étaient concentrés sur des handicaps lourds et en particulier des cas de déficience visuelle, et qui désormais s'adaptent à bien plus de besoins et à bien plus de publics, en particulier les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, dits DIS. Une nouvelle réforme encore plus récente, en 2018, a permis d'introduire au sein de ce cadre législatif les dispositions du traité de Marrakech relatives aux échanges internationaux de documents adaptés et offre donc maintenant un cadre, j'ai envie de dire, tout à fait pratique pour échanger des documents adaptés entre organismes, entités autorisées, si on prend le vocabulaire du traité de Marrakech, mais aussi entre un organisme et un usager situé à l'étranger, dans un pays parti au traité de Marrakech. Alors, deuxième pilier de cette édition adaptée, ce sont bien sûr les près de 140 organismes qui adaptent et diffusent des documents au bénéfice des personnes handicapées dans ce cadre non lucratif. C'est une spécificité française, je pense, que cette grande diversité et dispersion, dans un certain sens, des producteurs de livres adaptés. Alors, une brève typologie, nous avons des bibliothèques spécialisées qui ont une portée nationale, qui produisent surtout de la littérature générale, mais pas que, dans des formats adaptés, l'association Valentin A8, Braillenet, le GI2A, l'association des donneurs de voix. Nous avons une grande quantité, plus au niveau plus territorial, d'établissements médico-sociaux qui assurent le suivi de la scolarité des jeunes en situation de handicap et qui adaptent donc à la volée des documents pédagogiques, en particulier des manuels scolaires, pour les besoins de la scolarité de ces jeunes. Et nous avons des bibliothèques de lecture publique qui sont amenées actuellement à prendre un rôle de plus en plus important, non pas réellement dans la production, quoique, elles sont aussi présentes dans ce domaine, mais surtout dans la diffusion de documents adaptés auprès de différents publics. Donc ça va être des bibliothèques territoriales ouvertes à tout public, aussi des bibliothèques universitaires qui s'adressent au public étudiant.
Et nous encourageons fortement et nous accompagnons fortement actuellement l'ensemble des bibliothèques publiques pour investir ce rôle de médiation et de diffusion des documents adaptés. Dernier pilier, et j'en parle aussi parce que nous sommes ici à la Bibliothèque nationale de France, dernier pilier de ce dispositif, c'est la plateforme Platon de la Bibliothèque nationale de France, qui est vraiment le pivot et qui va le devenir de plus en plus. C'est une plateforme numérique qui permet la transmission des fichiers numériques des éditeurs aux organismes agréés qui peuvent en disposer pour faire des adaptations directement à partir d'un support numérique. Et ça existe depuis 2009. C'est évidemment une énorme aide pour le travail d'adaptation des organismes. Mais aussi, depuis 2 ans maintenant, Platon est devenu une plateforme de mutualisation des documents adaptés sous forme numérique par l'ensemble des organismes. Cela permet de remédier en partie au problème de très grande dispersion de ce secteur. On avait de multiples organismes qui, à tous les coins de la France, allaient adapter simultanément un même document et n'allaient le mettre à disposition que de leur public particulier. Là, grâce à ce dépôt des documents adaptés sous forme numérique sur la plateforme Platon de la Bibliothèque nationale de France, ces documents sont désormais disponibles à l'ensemble des organismes partis au dispositif et à l'ensemble de leur public. Donc, vous voyez, ce dispositif de l'exception en droit d'auteur, on l'a fait beaucoup évoluer ces dernières années. Il reste encore beaucoup à faire pour accompagner les organismes, notamment dans une montée en compétences et en efficacité de la production de documents adaptés. Donc, on poursuit ce chantier en lien avec les parties prenantes, en lien avec d'autres ministères concernés par ces sujets, ministère de l'Éducation nationale, ministère chargé des personnes handicapées, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous conduisons actuellement des travaux sur ce sujet. Néanmoins, nous savons que l'édition adaptée ne comblera jamais l'ensemble des besoins, et cela d'autant plus lorsqu'on voit la production éditoriale annuelle alors en France, qui est vraiment toujours en constante inflation. Et on sait très bien que l'édition adaptée n'aura jamais les moyens d'adapter à la volée l'ensemble des titres et de rendre accessible cette production éditoriale dans des délais raisonnables aussi pour les personnes qui pourraient y être intéressées. C'est pour ça que nous avons tablé, nous avons misé désormais aussi sur une politique de soutien et d'accompagnement au développement d'une édition numérique nativement accessible. Donc je pense qu'à travers les présentations de Christina et d'Avnish, vous avez saisi le principe de ce type d'édition. J'insiste quand même sur les avantages, à savoir les mêmes livres pour tous au même moment. Il s'agit véritablement des livres numériques destinés au grand public qui intégreront, et qui pour certains intègrent déjà, des fonctions d'accessibilité qui répondent aux besoins de certaines personnes handicapées, en particulier les déficients visuels et les personnes souffrant de troubles 10. Cette édition, donc, voilà, on a les mêmes livres pour tous, dans les mêmes canaux de distribution, les mêmes circuits de distribution, que ce soit pour l'achat avec les plateformes de vente ou bien pour le prêt avec les dispositifs de prêt de livres numériques en bibliothèque. Et cette offre, elle s'appuie sur un format numérique qui est vraiment fondamental pour permettre son effectivité et son développement. C'est le format EPUB 3. Qui est un format interopérable et accessible, qui intègre donc depuis 2011 toutes les fonctionnalités d'accessibilité du format DAISY et qui peut être interprété par des technologies d'assistance pour répondre à des besoins divers, synthèse vocale, application de lecture spécifique, plage braille, etc. Alors, cette politique en faveur de l'édition numérique nativement accessible, elle a pris, je vais passer rapidement, elle a pris ses racines, on va dire, dans un rapport que le ministère de la Culture a fait réaliser en 2014 par le cabinet IDAT sur les modèles économiques de l'édition de livres accessibles, et qui a mis en évidence cette stratégie à moyen terme, qui est celle d'une complémentarité entre une édition commerciale de livres numériques accessibles pour des livres à maquette simple et faiblement illustrés, et par ailleurs une édition adaptée qui garde toute son actualité, mais qui sera amenée à se concentrer sur des livres plus complexes, fortement illustrés, et sur certains formats d'adaptation que ne couvrira pas l'édition nativement accessible. On pense par exemple aux vidéos en langue des signes française ou aux livres facile à lire et à comprendre qui répondent aux problématiques de handicap mentaux.
en particulier. Cette stratégie, elle a été confortée par les deux éléments dont ont parlé Christina et Avnish. D'une part, cette négociation de la directive européenne sur les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, qui concerne donc toute la chaîne du livre numérique, depuis la production jusqu'à l'achat sur les plateformes de vente. Et la France a été très active et présente dans la négociation de cette directive. Et autre élément qui nous a conforté dans cette orientation, c'est justement ce projet Inclusive Publishing du DESI Consortium, qui, comme Avnish vient de vous le présenter, a donné véritablement le socle technique et les standards permettant de qualifier ce qu'est un livre numérique nativement accessible. Cependant, au-delà du livre, on sait que l'enjeu de l'accessibilité se joue dans l'ensemble du parcours d'accès et d'usage au livre numérique. Cette perspective, on l'a eue assez tôt et on l'a partagée. Elle a été bien sûr partagée par les acteurs professionnels et associatifs. Elle a été récemment confortée, et je la mentionne, par une étude Hadopi. Alors l'Hadopi, c'est une agence qui a été créée, qui dépend du ministère de la Culture et qui a été créée initialement pour lutter contre le piratage de biens culturels numériques, mais qui maintenant élargit ses missions à notamment l'étude des usages des biens culturels numériques, qu'ils soient légaux ou illégaux. Cette étude, donc, réalisée par la Hadopi tout récemment, s'est concentrée sur les perceptions des limitations d'usage dans le secteur du livre numérique chez les déficients visuels et les publics 10. Elle s'est fondée donc, sur 14 entretiens en face à face avec les lecteurs, des lecteurs technophiles. On était obligé l'Hadopi a été obligée dans sa méthodologie de se concentrer sur un certain type de lecteurs qui sont encore assez rares parmi les personnes en situation de handicap et qui maîtrisent parfaitement ces outils numériques. Et elle a souligné, à travers ces entretiens, elle a identifié un certain nombre d'obstacles dans le non pas simplement dans le livre numérique lui-même, mais dans l'ensemble du parcours d'accès et d'usage du livre. Par exemple, évidemment, les manques d'accessibilité des sites de commerce en ligne, les difficultés liées à la sécurisation des dispositifs de paiement, les difficultés liées aux mesures techniques de protection, qui, dans certains cas, limite l'interopérabilité des fichiers, empêche de les transférer dans un environnement de lecture familier pour l'utilisateur en situation de handicap, par exemple, ou qui, pour les mettre en œuvre, crée véritablement des complications, une ergonomie particulièrement inconfortable, qui se fait ressentir pour l'ensemble des usagers, mais en particulier, a fortiori, pour les personnes en situation de handicap. Et autre obstacle, l'absence de prise en charge du format EPUB par certains matériels de lecture utilisés par les personnes handicapées, tels que des blocs-notes Braille, des lecteurs DESI, par définition qui ne lisent que le format DESI pour l'instant, et des logiciels de compensation utilisés par les personnes dyslexiques et autres troubles 10. Donc, cette étude nous conforte dans la nécessité d'envisager la question de l'accessibilité vraiment à l'échelle de l'ensemble du parcours d'usage, ce qui nécessite une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre et pas seulement des éditeurs qui sont mobilisés. Et ça nécessite aussi une formation des usagers en situation de handicap, puisqu'on l'a vu à travers cette étude Hadopi, seul un petit échantillon, une petite part, on va dire pour l'instant, de lecteurs en situation de handicap est pleinement en capacité de s'approprier ces pratiques de lecture numérique. Il y a vraiment un effort de formation des usagers à anticiper de manière à ce que lorsque cette offre accessible sera réelle et effective, les lecteurs puissent s'en emparer. Alors pour prendre en compte l'ensemble de ces impératifs d'accessibilité, le ministère de la Culture, conjointement avec le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, a décidé de mettre tous les acteurs concernés autour de la table et de constituer donc un comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques accessibles. Alors c'est une grande ambition et c'est une manière de coordonner, d'accompagner et aussi de stimuler
l'ensemble des initiatives qui peuvent être prises par tous les acteurs concernés. Nous avons donc autour de la table des administrations publiques. Je vous ai cité déjà notre ministère, celui en charge des personnes handicapées, mais aussi le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et bien sûr le Centre national du livre, qui est l'établissement public qui soutient les acteurs de la filière du livre en France. Nous avons autour de la table des organismes représentatifs des personnes handicapées, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, la Fédération française des 10, et nous avons aussi autour de la table une expertise en matière de médiation de l'édition accessible, représentée par l'association Valentin AI. Enfin, nous avons, et c'est peut-être, je le dis en dernier, mais c'est extrêmement important, l'ensemble des professionnels du secteur du livre numérique. Bien sûr, le syndicat national de l'édition, mais aussi les syndicats de libraires, hein, le syndicat de la librairie française ou celui de la distribution des loisirs culturels. La commission de liaison interprofessionnelle du livre. Nous avons bien sûr EDR Lab qui organise cette journée. Nous avons des gestionnaires de bases de données bibliographiques comme Dilicom et Electre, qui sont les deux principaux opérateurs en France, mais il y en a d'autres. Et l'association des bibliothécaires de France qui sera vraiment présente sur l'aspect prêt de livres numériques en bibliothèque, mais aussi médiation, formation des usagers aux pratiques de lecture numérique. Il s'agit au sein de ce comité de pilotage de définir une stratégie commune, de serrer et de coordonner les différents chantiers et de définir une feuille de route réalisée aussi au fil des réunions, des bilans réguliers sur les actions réalisées. Alors, le premier résultat de ce comité de pilotage, qui en est maintenant à sa troisième réunion, c'est l'adoption d'un plan stratégique qui série et qui liste toutes les orientations, tous les impératifs à suivre pour garantir une chaîne d'accessibilité sur l'ensemble du circuit de production, de distribution et d'usage du livre numérique. Alors je vais les passer en revue rapidement parce qu'il y en a beaucoup, en insistant peut-être sur certains. Bien sûr, généraliser l'utilisation du format EPUB 3, j'ai déjà expliqué son importance. Prendre en compte les standards techniques en matière d'accessibilité numérique et donc prendre pleinement en compte l'ensemble des spécifications et des outils qui vous ont été présentés par Avnish. Sensibiliser et former les professionnels de la chaîne du livre numérique, intégrer l'impératif d'accessibilité dans les flux de production de livres numériques. Et ça, c'est très important. Hein. On se rend compte encore pour de nombreux éditeurs, introduire l'accessibilité dans la production de livres numériques, ça consiste en fait à repenser en partie l'organisation des chaînes de production, des process en interne, en interne et en lien avec les éventuels prestataires extérieurs de composition, pour vraiment que la préoccupation de l'accessibilité soit présente à toutes les étapes et que, de manière plus générale, d'ailleurs, la production numérique retrouve et trouve véritablement sa place à égalité avec la production imprimée qui reste prépondérante sur le marché. Donc accompagner également les acteurs les plus fragiles de l'édition, parce qu'on sait que on a des grands groupes éditoriaux, mais on a aussi une grande diversité de petites maisons d'édition qui ont les reins beaucoup moins solides et beaucoup moins de capacité en interne pour se mettre à niveau sur l'accessibilité. Il faut les accompagner, leur donner les outils et les offres de formation nécessaires. Par ailleurs, certifier ou en tout cas garantir l'accessibilité des livres numériques, à la fois pour sanctionner les efforts qui auront été faits par les éditeurs, mais aussi pour signaler de manière certaine l'accessibilité des livres numériques qui sont mis sur le marché. Enfin, ensuite, donc, signaler les caractéristiques d'accessibilité des livres numériques à toutes les étapes de la chaîne de distribution. Là, on est vraiment sur une problématique de métadonnées, sachant qu'on a actuellement des métadonnées dans Onyx, qui est le standard de métadonnées utilisé pour la distribution de livres numériques. On a actuellement des champs de métadonnées qui permettent de décrire l'accessibilité des livres numériques. C'est la code list 196 d'Onyx, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà.
voire utilisent. Donc ces métadonnées de fait sont encore assez peu renseignées par les éditeurs et les distributeurs. Il faut véritablement que ça rentre dans les pratiques des éditeurs, mais que ce soit aussi pris en charge par les bases de données bibliographiques qui répercutent et qui gèrent aussi ces métadonnées dans le référencement des livres. Il faut ensuite que ces métadonnées soient affichées, restituées de manière lisible et compréhensible, à la fois sur les sites de vente en ligne et sur les sites de prêt de livres numériques en bibliothèque. Donc il y a aussi une problématique de visibilité finale de ces métadonnées sur les plateformes qui donnent accès aux livres numériques, que ce soit à la vente ou au prêt. Il faut bien sûr assurer l'accessibilité de ces plateformes. Et là, pareil, on a les standards WCAG qui permettent de savoir ce que c'est qu'un site numérique et qu'une plateforme de vente en ligne numérique accessible. Il faut permettre la prise en charge des livres numériques accessibles par les outils de lecture grand public et par les technologies d'assistance utilisées par les personnes handicapées. Et ça implique évidemment d'avoir des mesures de protection technique qui permettent l'interopérabilité avec ces environnements de lecture et qui ne bloquent pas les options, les fonctions d'accessibilité offertes par les livres numériques. Donc des bonnes DRM, de bons outils de lecture qui prennent en compte autant que possible les besoins des personnes en situation de handicap, mais aussi, et ça c'est un point de blocage véritablement qu'on a identifié, des technologies d'assistance type plage braille, bloc-notes braille, lecteur de livres audio spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap, qu'on appelle donc pour l'instant les lecteurs DESI, voire aussi des logiciels de lecture qui vont être utilisés pour les besoins des personnes dyslexiques. Tous ces environnements et ces outils de lecture, pour beaucoup, ne prennent pas en charge pour l'instant le format EPUB et en tout cas pas le format EPUB 3. Donc on a un problème d'interopérabilité entre ces fichiers au format EPUB 3 qui sont la condition sine qua non de l'accessibilité des livres numériques et des outils de lecture couramment et usuellement utilisés par des personnes en situation de handicap qui ne prennent pas en charge ce format. Donc là, il y a vraiment des blocages à dépasser, des actions à mener pour dépasser cette difficulté. Faciliter, parmi les derniers points, faciliter et simplifier l'équipement des personnes en situation de handicap en technologie de lecture numérique et les accompagner dans leur utilisation. Conforter les bibliothèques dans leur rôle d'organisme médiateur, j'en ai déjà parlé. Et enfin, assurer la complémentarité entre l'offre éditoriale de livres numériques accessibles et l'offre de livres adaptés pour les besoins des personnes en situation de handicap. Il faut voir qu'à un moment, on va avoir cohabitation d'une offre de livres adaptés qui va être diffusée dans des circuits spécifiques, des bibliothèques numériques spécifiques, etc. Et on va avoir arrivé sur le marché des livres numériques nativement accessibles. Comment on fait en sorte que les gens ne se marchent pas sur les pieds, que les offres soient bien complémentaires et non pas redondantes, de manière à effectivement élargir l'offre de livres accessibles et d'utiliser au mieux en fait le potentiel de l'édition adaptée et le travail, la plus-value du travail réalisé par les organismes qui font de l'adaptation. Donc c'est vraiment une stratégie qu'on doit partager pleinement avec les organismes qui produisent des livres adaptés dans le cadre de l'exception en droit d'auteur. Alors cette stratégie, vous voyez, elle est un peu impressionnante par la quantité de briques et de pièces du puzzle à imbriquer les uns dans les autres. Il faut vraiment, comme le disait Christina d'ailleurs, si à un moment il y a une brique qui n'est pas là, c'est tout le process d'accessibilité, tout le process d'accessibilité qui en quelque sorte devient inefficient. Distribuer un livre numérique nativement accessible sur une plateforme qui n'est pas accessible, l'usager ne pourra pas le lire, il ne pourra pas l'acquérir, il ne pourra pas l'emprunter, etc. Donc chaque maillon de la chaîne doit vraiment jouer son rôle et ne pas provoquer de rupture, d'obstacle à l'accessibilité.
Alors pour atteindre cet objectif ambitieux, on travaille évidemment avec les partenaires professionnels. C'est pas nous qui faisons au ministère de la Culture. On essaye de coordonner, d'impulser, de faire partager une stratégie, de mettre tout le monde autour de la table pour que les efforts soient convergents. Mais on s'appuie vraiment sur l'action des partenaires et des membres du comité de pilotage. Je vais vous présenter certaines des actions qui sont déjà en cours. Et même certaines achevées. On s'est beaucoup appuyé en fait sur l'initiative du syndicat national de l'édition qui a été pionnier en fait en la matière et qui a pris à bras le corps le sujet depuis quelques années déjà, en particulier à travers sa commission numérique et son groupe technique normes et standards qui a travaillé pendant 2 ans à produire des ressources pour la production de livres numériques accessibles. Groupe donc, qui est coordonné par Luc Audrin, que vous avez peut-être déjà entendu parler sur ces sujets et qui est présent dans la salle. Donc ces ressources, elles sont en ligne et disponibles à tous sur le site du syndicat national de l'édition. Elles ont consisté notamment, puisqu'on en parlait, dans la traduction en français des spécifications d'accessibilité des EPUB que Avnish vous a présenté. Il y a une traduction en français de EPUB Accessibility Technique qui est disponible sur le site de DR Lab. Mais aussi des documents moins techniques, des documents plus pédagogiques, explicatifs, qui permettent davantage de sensibiliser et de donner en fait des points de repère aux professionnels de l'édition dans cette vaste question de l'accessibilité numérique. Dans la continuité de ces travaux, nous animons actuellement un groupe de travail sur la formation à l'accessibilité des professionnels de l'édition numérique. Les travaux menés par le groupe Normes et Standards du SNE, c'est vraiment un peu des travaux pionniers avec ce qu'il y a de mieux de l'expertise du numérique en France actuellement dans l'édition. Mais il y a un océan de maisons d'édition qui n'ont pour l'instant pas pu s'approprier ces travaux. Et donc il faut continuer à produire de la documentation, à mener des démarches d'information et de formation à l'endroit de l'ensemble de ces acteurs économiques pour leur permettre d'aller eux aussi vers l'accessibilité. On y travaille donc évidemment là encore avec les professionnels du SNE et avec les experts en accessibilité numérique. Autre pilier, on va dire, ou élément, enfin organisme pivot dans cette stratégie, c'est bien sûr EDR Lab, qui est soutenu par le ministère de la Culture et qui œuvre depuis sa création à la mise en place d'un écosystème de lecture accessible, avec justement ce point des mesures techniques de protection, des DRM, avec la mise au point donc, de la DRM LCP qui remplit les conditions pour permettre, garantir l'accessibilité, ne pas faire obstacle à l'accessibilité et permettre une ergonomie d'usage simple pour les utilisateurs, y compris en situation de handicap, mais aussi en travaillant à l'intégration au sein des dispositifs, des outils de lecture, des impératifs d'accessibilité. Autre acteur avec lequel on travaille, Brainnet, qui est un expert français en matière d'accessibilité numérique. Nous travaillons avec eux et surtout ils travaillent, on les accompagne pour la définition d'un dispositif de certification des livres numériques accessibles qui permettrait de garantir l'accessibilité des livres numériques. Autres initiatives que nous avons menées, l'édition récente d'une 3e mouture du baromètre de l'accessibilité numérique en bibliothèque qui permet de mesurer le niveau de prise en compte des standards d'accessibilité numérique par les bibliothèques. Donc, c'est un outil qui est réalisé régulièrement par le ministère de la Culture pour à la fois faire une alerte en fait, sur ces exigences d'accessibilité qui sont des exigences légales pour les sites web du secteur public en France, pour rappeler aux bibliothèques qu'elles ont à respecter cette obligation, mais surtout pour leur donner des conseils, des orientations, des bonnes pratiques, des points d'attention pour les accompagner dans les démarches de mise en accessibilité de leur site web, de leur catalogue, voire de leurs ressources. Nous avons aussi organisé des journées d'information à destination des professionnels et des entreprises, par exemple récemment à destination des opérateurs de SIGB, les systèmes d'information et de gestion des bibliothèques, pour les sensibiliser à l'ensemble des enjeux qui les concernent actuellement, en particulier, et c'est loin d'être le seul, mais en particulier l'accessibilité. Nous avons aussi organisé une rencontre sur les enjeux de l'accessibilité pour la vente en ligne de livres numériques avec
avec un éventail assez large en fait, d'entreprises qui travaillent dans le domaine de l'offre en ligne de livres numériques, pour justement leur rappeler qu'ils sont pleinement et à plein de titres concernés par les obligations de la directive accessibilité et leur proposer des modalités d'accompagnement, d'information pour atteindre cet objectif d'ici 2025, puisque c'est l'échéance posée par la directive. Et c'était, je pense, très utile pour l'ensemble de ces opérateurs qui étaient peut-être moins conscients des enjeux que d'avoir cette rencontre et ce point d'information. Et dernière action sur laquelle que je vais évoquer, qui est encore en projet, un projet d'étude sur le signalement des livres numériques accessibles sur les plateformes de vente et de prêt. Ça répond, alors c'est pas directement la question des métadonnées, puisque cette question des métadonnées, elle est gérée à travers le standard Onyx, qui va peut-être être amené effectivement à évoluer pour prendre en compte de manière plus fine les informations d'accessibilité, mais qui en tout cas existent déjà. On a déjà, comme je le disais, un standard, une liste de métadonnées relatives à l'accessibilité. L'idée, c'est donner des orientations sur la manière dont on peut rendre visible, compréhensible ces informations sur l'accessibilité des livres numériques dans les environnements de vente et de prêt, sur les plateformes. Ce qu'on souhaite en fait promouvoir, c'est un dispositif de signalement via une signalétique, des pictogrammes, des modes de transmission de l'information qui soient ergonomiques, qui soient facilement compréhensibles par les personnes handicapées, qui soient en phase avec leurs usages, avec leurs besoins, avec leur vocabulaire, et qui puissent être restitués sur les plateformes sans brouiller en fait les messages que l'on donne par ailleurs aux utilisateurs et aux lecteurs lambda. Et on souhaite que ces solutions, autant que possible, elles soient harmonisées et partagées par l'ensemble des opérateurs qui offrent des livres numériques en France, mais le plus souvent aussi sur des marchés internationaux. Et donc on souhaite leur proposer des solutions, des orientations, une signalétique éventuellement qui puisse rendre effective et simple cette transmission des informations sur l'accessibilité des livres numériques dans ces environnements de vente et de prêt. Voilà, je vous ai défini quelques-uns des chantiers que nous menons, là encore, en partenariat avec les professionnels, avec d'autres organismes publics. C'est une liste de tâches qui est encore, vous voyez, en partie en cours, inachevée. On a encore beaucoup de travail à mener, et donc une liste d'actions qui va être régulièrement actualisée au fur et à mesure des réunions de ce comité de pilotage. On a encore beaucoup de marches et de travail à faire d'ici 2025. Merci.